Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bonjour à tous, en espérant que cette vidéo te trouve en pleine forme. On revient pour un nouveau débrief à froid. Débrief à froid de l'équipe de France masculine suite à son premier match, son entrée dans le tournoi olympique Paris 2024. L'équipe de France masculine de handball qui s'est très lourdement inclinée contre le Danemark sur le score de 37-29. À savoir que ce match est une revanche pour le Danemark. C'était une revanche pour le Danemark qui avait un sérieux compte à régler avec nous, puisque lors du dernier championnat d'Europe cet hiver, la France s'était imposée de 2 buts et donc s'est arrogé le titre de champion d'Europe. Le Danemark reste quand même champion du monde en titre et la France est bien sûr toujours championne olympique en titre, alors que j'ai 2 chiens qui sont en train de s'abuser à côté de moi. Tout va bien se passer, la vidéo va quand même bien se dérouler malgré tout. Alors, 37-29, là, dans le principe du débrief à froid, bien sûr, je te remets le sujet. Hier, je t'ai fait un débrief à chaud, quelques minutes après la rencontre, où là, c'était beaucoup plus dans l'émotionnel. Là, on revient un petit peu dans le détail. J'ai lu énormément de commentaires, les réactions même des joueurs, les réactions de Guillaume Gilles, le sélectionneur de l'équipe de France masculine, et donc un petit peu tout ce qui se disait par rapport à cette défaite qui est donc très sévère, très sérieuse. Et on va découper ça, en fait, cette vidéo débrief à froid, de 2 manières différentes. D'abord, on va faire un petit bilan de la ventilation statistique, voir ce qui s'est passé, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché du tout. Et également, on va aller plus dans un bilan, j'ai plus envie de faire quelque chose, attaque-défense et ajustement tactique, qui malheureusement, tu verras, ça n'a pas du tout existé du côté de l'équipe de France. Par contre, du côté du Danemark, ça a marché de fou furieux. Donc, rentrons dans la partie un petit peu plus analyse, à savoir qu'en termes de réussite, la France a scoré donc 29 buts sur 49 tentatives, soit 59% de réussite. Le Danemark a eu 47 tentatives et a scoré donc 37 fois, soit 79% de réussite. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? C'est que quand on regarde un petit peu l'analyse des buts de l'équipe de France, la majeure partie de nos buts ont été donc à 6 mètres, que ce soit sur les ailes ou dans l'axe, soit 8 buts sur 11. On a eu 6 sur 19 de loin, et on va dire que lorsqu'il s'agissait donc de marquer dans un but vide, on était complètement à la rue, on n'en a quasiment jamais eu. Là par contre, là où les Danois, eux, ont scoré 6 buts en but vide, notamment en fin de match, quand tu as vu que ça a complètement déroulé de leur côté et que là la France n'y était plus, et surtout on fait 3 pertes de balles consécutives sur des croisés auprès qui ont foiré complètement. Ensuite, du côté du Danemark, par contre, on peut se réjouir donc d'un score de 12 sur 15 à 9 mètres, et que seulement un tir à l'aile, uniquement un tir à l'aile, et un tir et un but à l'aile, et 3 contre-attaques sur 4. Donc, énormément de pertes de balles pour l'équipe de France, notamment et surtout quasiment sur les mêmes phases à chaque fois, quasiment, lorsqu'il s'agissait d'enclencher avec des doubles croisés qui voulaient absolument rien dire, alors que le Danemark avait tout compris de ce qu'on proposait en attaque, et donc c'était pas bien compliqué pour eux. Aussi, pour remettre les choses un petit peu dans le contexte, il faut savoir une chose, c'est qu'en face, le Danemark, c'est la meilleure équipe du monde. Ex-aequo avec nous, il y a bataille avec nous, mais ils sont venus, là on a joué tout simplement la meilleure équipe du tournoi, la meilleure. Donc voilà, les 10 autres équipes qui participent à ce tournoi olympique n'ont pas le niveau du Danemark. Donc c'est pour ça que je vais arriver un petit peu plus loin, on va se calmer un petit peu dans toutes les réactions que j'ai pu lire, on va se détendre même carrément, et tu vas voir que c'est pas si grave que ça. Et donc, lorsqu'on continue un petit peu dans l'analyse et la ventilation des buts maintenant au niveau des joueurs, on constate que le meilleur marqueur de l'équipe de France hier, c'est Hugo Desca, qui a scoré à 7 sur 8, dont 4 sur 4 au penalty. Ensuite, Dikamem est le deuxième scoreur, 5 buts sur 8 tentatives. Et Nedim Remili a scoré à 4 sur 8, mais beaucoup de pertes de balles pour lui. Et Valentin Porte à 4 sur 6 aussi également. Du côté des Danois, on a simplement les 2 machines, les 2 machines de guerre que sont Simon Pütlik et Mathias Gitzel. 11 sur 12 pour Gitzel, 11 sur 13 pour Pütlik, soit 22 buts à eux deux sur les 37 marqués par le Danemark. Et maintenant, si on s'attarde un petit peu plus sur les gardiens de but, avant les gardiens de but, Mikkel Hansen, 6 sur 7, pardon, c'est lui qui est le 3e scoreur de l'équipe du Danemark,
6 sur 7, mais je te dis 5 sur 6, c'était en fait 5 sur 6 au penalty. À la fin même, les 3 quarts de la rencontre, Mikkel Hansen n'est entré que pour pouvoir marquer les jets de 7 mètres, tirer les jets de 7 mètres. Il a eu un échec et Vincent Gérard justement a contrarié une fois Mikkel Hansen. Et donc ça me permet d'enchaîner avec les gardiens. Côté équipe de France, malheureusement 24% pour Vincent Gérard à 7 sur 29 et Rémi Desbonnets à 18% à 2 sur 11. Quand on a de l'autre côté Emil Nielsen pour le Danemark n'a effectué qu'une seule parade dans toute sa prestation en début de rencontre pendant la phase où le Danemark a vraiment pris l'eau, où c'était chaud et tendu pour eux. Mais par contre, Niklas Landin au secours, 15 sur 33 à 45% de réussite. Niklas Landin nous a écœurés complètement, nous a littéralement écœurés et beaucoup d'échecs donc sur lui et à des moments clés à chaque fois et donc pour le coup c'était compliqué pour l'équipe de France de scorer avec, de gagner. On ne peut pas envisager gagner avec un gardien en face qui fait 45% des tentatives sur lesquelles on tire. C'est très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très difficile en tout cas. Et donc, maintenant qu'on a parlé un petit peu de cette dimension statistique, rentrons maintenant dans le jeu en lui-même, dans l'analyse du jeu et de ce que l'on a pu voir. Il est clair que la France est partie de très très bonne manière, vraiment. Un énorme début de rencontre, un énorme début de match, avec la folie et le public qui poussait derrière. Vraiment, c'était notre meilleure période. Le premier quart d'heure a juste été, en grosso modo, les 12-13 premières minutes ont été magnifiques. Une entame formidable. Jusqu'à ce que, temps mort de Jakobsen, le coach danois, qui simplement procède à ce qu'on appelle des ajustements. En gros, les Danois ont proposé une défense qui ne marchait absolument pas. En attaque, ça ne répondait pas non plus. La France répondait, commençait à lire directement ce que le Danemark voulait faire. Non, ça ne fonctionnait pas, surtout quand Mikkel Hansen était là. Mikkel Hansen était présent. Mikkel Hansen a marqué un but dans le jeu et il correspond à la période où la France était la plus en forme. Donc, Mikkel Hansen est sorti et pour laisser la place aux machines de guerre, que sont Gitzel et Putlik, qui nous ont punis pendant tout le reste de la première mi-temps, c'est-à-dire qu'on avait une avance de 5 ou de 6 buts à un moment donné, et cette avance a fondu comme neige au soleil. À tel point qu'on arrivait quand même à la mi-temps à 18-17, Hugo Desca score un penalty juste avant la mi-temps, mais là on commençait à sentir le vent tourner. À la fin de la deuxième partie de la première période, on commençait à sentir le vent tourner. Et si bien qu'en deuxième période, alors là, c'est la débandade absolue. Et c'est là où j'ai envie de dire, ok, globalement, en attaque, on portait beaucoup trop la balle. On a, quand Nico Karabatic est sorti, Nico qui a crédité de 3 buts dans cette rencontre, a laissé sa place à Elohim Prandi. Elohim Prandi, trop à contre-temps, pas en rythme. Il n'a pas laissé assez venir le jeu à lui lorsque Nedim Remili essayait de le mettre en situation. Nedim Remili qui a scoré 4 fois, énormément de passes à l'adversaire, et ça on l'a déjà remarqué au cours du championnat d'Europe. Là, face au Danemark, ça a crié warning, warning, warning dans toutes ses formes. Et ceux qui sont pour l'intégration d'Aymeric Min, ce soir, forcément, ils vont se trouver confortés quand on voit la prestation de Nedim Remili, qui n'est pas un demi-centre de formation, il est devenu demi-centre, mais à la base, ça s'est vu que sur ce genre de rencontre, il fallait un demi-centre pur de métier. Alors quand Emae n'est plus dans la liste, on n'en parle plus. Et par contre, Aymeric Min, forcément, ceux qui le défendent, alors qu'il n'est que remplaçant, se disent mais attends, là c'est évident qu'il devait venir là, parce que en tant que demi-centre, Aymeric Min fait des choses que Nedim Remili ne fait pas. Et dans les situations, dans les mises en place de système, parce que Nedim Remili à la base c'est un arrière droit en fait. Au tout départ c'est un arrière droit. En tant que demi-centre, il a certaines lacunes. Donc ça peut passer sur des équipes un peu plus, un peu moins fortes, mais contre le Danemark, là ça crie au secours. Et donc, en attaque, donc forcément on était prévisible, on portait le ballon, les Danois ont adoré ça, et surtout qu'en première mi-temps, lorsque il y a eu la grosse cavalcade française au début, la grosse furia, Jakobsen a dit c'est simple, défense étagée, 1-2-3 ou 3-3, pour pouvoir répondre et couper justement les relations, couper définitivement en prenant des risques, les relations entre les arrières. Et comme on coupe les relations entre les arrières, on n'arrive plus à toucher Ludovic Fabregas en pivot. Fabregas a passé une soirée cauchemar.
Il n'a scoré que 2 fois, mais et encore la deuxième fois, c'était en deuxième mi-temps, loin. Mais il a passé une soirée absolument horrible. Et la faute justement aux Danois qui ont hyper bien défendu sur lui. Déjà, il avait un garde du corps, en l'occurrence Sogstrup, un des meilleurs défenseurs mondiaux qui s'est bien occupé de son cas. Mais aussi, surtout, ce qu'on a vu, c'est que la relation qu'il avait avec son demi-centre et sa base arrière, il n'y en avait plus. Alors tu vas me dire, et les ailes? Les ailes, Valentin Porte a scoré 4 fois, quand même, c'était en début de rencontre, et ça, c'est plutôt bien pour lui. Mais si Valentin Porte score 4 fois, et que de l'autre côté, Hugo Desca a scoré seulement, uniquement, je regarde à nouveau, il n'a scoré que 3 fois dans le jeu, en fait, et Dylan Naï, le remplaçant, lui a tiré une fois, il y a eu un échec en fin de première période, et Yanis Len a mis 2 buts. Si ça arrivait sur les ailes, c'est parce que, on va dire, c'est par voie de conséquence, ou alors simplement sur des contre-attaques qui ont pu aboutir à certains moments, mais la stratégie sur les extérieurs n'existe pas en fait en équipe de France. Je suis désolé de le déplorer, mais à chaque fois, il faut que les gars se dépouillent techniquement pour pouvoir arriver à quelque chose. Et donc, ça c'est pour l'attaque. Et pour la défense, on n'a aucune solution par rapport à ce qui s'est passé sur la paire Gitzel-Pitlick. On n'a rien proposé. On s'est fait défoncer. Alors les gens qui détestent Mathias Gitzel, ils ont raison de le détester parce qu'il a un jeu qui énerve. Il joue très bas, son centre de gravité est très bas et il a des appuis mais d'une vitesse exceptionnelle qui se complète parfaitement avec Pitlick de l'autre côté. Et quand tu as après soit alors Rasmus Lauge en deuxième mi-temps, mais c'était surtout Arnoldsen en première mi-temps qui était là pour un petit peu orchestrer tout ça. Même Arnoldsen a scoré aussi de son côté. Secteur central, on s'est fait manger. Et pour le coup, sur les ailes, côté danois, c'était encore pire que nous, puisque il y a juste l'ailier gauche danois qui a scoré. Kirkeloke, on ne l'a pas vu. C'est juste ça, en fait. Bon, voilà, simplement, Jakobsen, le sélectionneur danois, a dit, secteur central, on va les manger, on va leur exploser, on va leur rentrer dans la gueule, et on va asseoir notre domination à ce niveau-là. Et en face, Guillaume Gilles, tu vas rien pouvoir faire, parce que là, pour le coup, comme on dit en basket NBA, Guillaume Gilles, il a été exposé. Mais ça, on le savait déjà plus ou moins, que Guillaume Gilles mettait beaucoup de temps à réagir tactiquement par rapport aux défis qui lui étaient proposés. Et ça, purement, il n'y a pas que certains joueurs qui doivent se remettre en question, mais aussi Guillaume Gilles dans son coaching, et je dirais même dans son management en match. Parce que oui, ok, il a un plan de jeu. Ça, on ne peut pas dire le contraire, il y a un plan de jeu. Par contre, dans l'exécution de ce plan et dans les ajustements à apporter lorsqu'il y a des contraintes qui sont proposées par l'adversaire, Guillaume Gilles met énormément de temps à répondre, voire même hier soir, il n'a pas répondu du tout. Et surtout, ce qu'on constate, c'est que quand tu regardes les temps morts, oh là 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 là, mon Dieu, les temps morts, qu'est-ce que c'est que ça? Les temps morts, ce sont les joueurs qui font les temps morts. Nico Karabatic prend la parole, Elo Prondi prend la parole, Valentin Porte prend la parole. Non, le temps mort, le sélectionneur, la hiérarchie, il est clairement établie, mais vous la fermez, les gars. Guillaume Gilles, voilà la situation, voilà où on en est. Prochain système, on annonce ça, et à la fin, les petites consignes à chacun de ce que le coach a vu efficace. On ne l'a pas vu. Guillaume Gilles, on aurait dit qu'il a accompagné les gars pendant cette rencontre, et ça c'est vu, c'était criant. Je t'invite à voir le replay de ce match-là et juste faire le zoom sur chaque temps mort. Je l'avais déjà un peu vu au championnat d'Europe, mais là, ça m'a sauté aux yeux. Là pour le premier match des Jeux Olympiques, là, il va falloir corriger cette méthode de coaching qui consiste à, voilà, les joueurs sur le terrain ont constaté ça et ça. Non, tu la fermes, Timal. Voilà comment ça se passe, et voilà comment on va revenir au truc. Parce que regarde les temps morts côté danois en face. Alors, je ne parle pas danois, mais je comprends que Jakobsen en face, j'espère Jakobsen en face de l'autre côté, les autres la ferment. J'espère Jakobsen parle et dit voilà comment on va faire. Et de même si j'élargis, je parlais avec quelqu'un justement sur les réseaux sociaux, si on élargit à d'autres rencontres qui ont lieu dans le tournoi masculin, quand tu regardes des équipes comme le Japon, comme l'Allemagne qui ont gagné hier, le coach prend la parole, on se tait, on écoute. Le discours est structuré. Et ça, je ne le vois pas en France. Je ne l'ai pas vu dans l'équipe de France. Et parce que, voilà, comme ça tournait au vinaigre, chacun voulait un petit peu apporter sa solution individuelle, mais il n'y a pas eu d'équipe hier, il n'y a pas eu de projet de jeu collectif, construit, structuré. Ça ne s'est pas vu contre le Danemark. Alors maintenant,
aussi, on peut mettre ça sur la faute, s'il y a faute de l'événement, parce que le contexte, il ne faut pas non plus sortir tout ça du contexte. C'était le premier match des Jeux Olympiques, toute la ferveur populaire, l'équipe de France masculine est championne olympique en titre, le contexte particulier avec le Danemark qui avait un compte à régler avec nous, le choix de Guillaume Gilles de jouer le Danemark, de tomber dans la poule du Danemark aussi, également sachant que voilà, on allait les jouer en premier, on a clairement vu qu'on n'était pas prêt. Là, on n'était pas prêt à ce niveau-là et qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Maintenant, les joueurs ne sont pas devenus mauvais du jour au lendemain, je n'y crois pas. C'est juste qu'il faut redéfinir les rôles de manière très claire. Et pour le match de la Norvège, étudier donc le jeu de la Norvège, qui elle aussi a gagné son premier match. Donc là, aura peut-être un peu moins de pression, mais là, par contre, l'équipe de France, là, il va falloir y aller, là, il va falloir rentrer dans le tas. Et c'est pour ça que je pronostique une victoire de la France sur la Norvège pour le match qui va avoir lieu ce lundi à 19h. Donc, en gros, la conclusion, il s'agit donc de se remettre en question donc à tous les étages, joueurs comme staff, pour pouvoir justement rétablir justement cette ligne directrice, rétablir un peu le leadership de chacun, reconforter les rôles de chacun et dire voilà, j'attends de toi ça, j'attends de toi ça, j'attends de toi ça à tel niveau, parce qu'on ne va pas demander la même chose à un Dikamem qu'à un Nikola Karabatic, qu'à un Hugo Desca, qu'à carrément jusqu'à Yanis Len, si on veut pousser jusque là, ou alors jusqu'au bout de banc, quoi, tu vois, on va pas demander la même chose à tout le monde, mais encore faut-il, et même, tu vois, Karl Conan qui a été emporté par la marée hier soir, on l'a pas vu, enfin même, il s'est fait enfoncer comme les autres, et là, pour le coup, c'est vrai que j'ai échangé avec un internaute il y a quelques semaines de ça, lorsque Montpellier s'est fait complètement éteindre dans son match, son quart de finale de Ligue des Champions, et donc n'a pas pu participer au Final Four, le quart de finale de retour de Ligue des Champions complètement catastrophique. C'était là effectivement Karl Conan, là on attend d'un capitaine de défense justement d'être un pilier sur lequel on peut se raccrocher, et en fait il a sombré avec les autres. Donc il reste encore du chemin à Karl Conan pour atteindre le niveau de Didier Dinard dans ce rôle-là, et ça va venir parce que la défaite d'hier, c'était une volée, une sacrée volée, et cette volée, ben écoute, on prend acte, mais là il faut se poser les bonnes questions, faire les bons ajustements avant le match de la Norvège, et je suis sûr que forcément voilà quoi, tout n'est pas fini, tout n'est pas acheté à la poubelle, et surtout qu'on arrête de critiquer ceux qui sont pas là ou ceux qui sont remplaçants. Enfin critiquer, c'est pas qu'on les critique, mais de parler d'eux, ça ne sert à rien, ça sert plus à rien maintenant, c'est fini. On est passé maintenant dans la compétition et on fait avec ce qu'on a. Voilà, on n'a qu'un seul demi-centre, par choix, Nedim Remili, eh ben on fait avec. On a 3 pivots et un défenseur de métier comme Karl Conan, on fait avec. Donc voilà, c'est comme ça. Et donc, en sachant qu'on peut changer l'effectif, et les remplaçants, on peut les faire intervenir, à condition qu'il y ait des blessés, à condition qu'il y ait et que donc forcément ces remplaçants peuvent intégrer l'effectif, les 14, et s'il est blessé au cours du tournoi, le blessé va mieux. Après, c'est à Guillaume Gilles de faire ses choix, de réajuster son collectif de 14. Donc voilà ce que je voulais dire donc en débrief, à froid. C'est important de faire le débrief à chaud tout de suite, voir ce qui s'est passé, et après revoir un petit peu d'un point de vue analytique ce qui a permis justement les événements. Je trouve ça très intéressant, cette manière de fonctionner pendant l'ensemble du tournoi. À venir maintenant donc, l'équipe de France masculine va jouer contre la Norvège à 19h demain soir. Et par contre, ce soir, ce dimanche, c'est le main event à 21h. L'équipe de France féminine qui a gagné son premier match contre la Hongrie va jouer son deuxième match contre les Pays-Bas. Et justement, au moment où je te tourne cette vidéo, la session du matin s'est terminée pour cette journée olympique. Cette deuxième journée olympique sur le tableau féminin. On a vu une victoire à l'arraché de la Hongrie, justement, qui avait perdu contre la France lors du premier match contre le Brésil, 25-24, avec un game winner de Petra Szymon à la dernière minute, 25-24. C'était alors qu'elles ont été menées pratiquement pendant toute la rencontre et que le Brésil a bien mené son affaire. Mais le Brésil, là j'ai quand même vu que le Brésil, attention, les rotations, ça commence à... Elles n'ont pas un banc aussi fourni que les autres équipes, c'est peut-être là la limite du Brésil. Et puis dans le deuxième match que je viens de voir, là, qui s'est terminé, c'est la Corée du Sud qui a été vaillante, mais qui a voulu encore à nouveau créer la surprise. Mais la Slovénie donc, a pris la mesure sur la Corée du Sud, a gagné 30-23. Donc l'équipe de France à venir ce soir,
On attend une confirmation contre les Pays-Bas, mais les Pays-Bas, là aussi, c'est des clients. C'est des clientes, pardon, même je dirais même les Pays-Bas. Et ça va être un gros match encore à nouveau ce soir. Les Pays-Bas qui postulent, qui prétendent à une place sur le podium. Il va falloir s'expliquer ce soir au hall 6 du parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Je te souhaite encore une fois un beau tournoi. Et ce soir, vidéo débrief du match France-Pays-Bas féminin. Au dimanche, à très vite.